Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 19 septembre. Au sommaire, la Vendée a beau être championne du tri des déchets, les consignes ne sont pas toujours respectées. Nous avons suivi des agents de la communauté de communes des Achards chargés de contrôler le contenu des poubelles jaunes. Encourager les jeunes malades et leur montrer que tout est possible, c'est ce que fait le skipper Lilian Mercier, qui a été touché par une leucémie et qui sera au départ de la Mini Transat dimanche. Et puis nous vous ferons découvrir les vestiges d'une base aéronavale américaine. Elle avait été installée sur l'île de Noirmoutier à la fin de la Première Guerre mondiale. La Vendée est l'un des départements français où l'on trie le plus ses déchets, mais encore faut-il les trier correctement. Sur la communauté de communes des Achards, qui regroupe 9 communes et 20 000 habitants, des contrôles des sacs jaunes sont effectués une semaine par trimestre. Une opération pédagogique lancée il y a 3 ans afin de rendre le tri encore plus efficace. Alix Lanos a suivi une équipe d'agents de contrôle. On est sur un 240 litres. On est à 90% taux de remplissage. Depuis 5 heures ce matin, Nolwenn et Sébastien inspectent les bacs jaunes dans ce lotissement de Saint-Georges de Pointe-Indou avant le passage du camion poubelle. Une opération de contrôle du tri pour s'assurer que les usagers ne commettent pas d'erreurs quand ils jettent leurs emballages. On vérifie qu'il s'agit bien que d'emballage et on identifie les potentielles erreurs. Après, on a une marge de souplesse, mais quand il y a vraiment trop d'erreurs dans le bac, on le refuse à la collecte. Ah, une bouteille en verre. Une bouteille en verre. On a des prospectus. Là, ça va être refus. Ouais. Ça fait beaucoup d'erreurs. Parmi les erreurs les plus fréquentes, des prospectus, des mouchoirs, mais surtout des emballages imbriqués les uns dans les autres qui ne pourront pas être détectés par les machines du centre de tri. Et si le contrôle peut sembler punitif, l'action se veut pourtant pédagogique. Quand le bac il y a quelques erreurs mais qu'on tolère la collecte, on laisse un flyer d'information qui explique qu'il y a eu des efforts de fait, mais on explique pourquoi les erreurs c'est problématique. Et quand un bac est très bien trié et qu'il n'y a aucune erreur, on appose un autocollant qui certifie que le bac est bien trié. 20 à 30% des bacs inspectés seront refusés à la collecte. Un courrier avec tout le détail des erreurs envoyées à leurs propriétaires. Pour la communauté de communes du pays des Achards, l'enjeu est bien sûr écologique, mais également économique. Les collectivités voient en effet la facture de Trivalis augmenter avec les erreurs de tri. Donc forcément, dans un souci de bonne gestion financière, on a intérêt à avoir une qualité de tri optimum. À l'autre bout de la chaîne, sur la commune de La Ferrière, l'usine de Vendée-Tri reçoit et traite 40 000 tonnes d'emballage chaque année. Des choses qui n'ont rien à faire dans le sac jaune, on en trouve très régulièrement. Une simple bobine de fil, si vous le mettez dans le sac jaune, le fil va s'enrouler dans les machines. Quand c'est une machine qui est cassée, c'est toute l'usine qui s'arrête. Les emballages, eux, ils continuent d'arriver sur l'usine et l'usine travaille déjà 24 heures sur 24, donc forcément ça crée du retard et ça a un impact derrière sur le recyclage. Les Vendéens, réputés pour être des champions de tri, peuvent donc encore s'améliorer en respectant au mieux les consignes de tri, mais également en produisant moins de déchets. Chaque habitant produit en moyenne 46 kg d'emballage par an. Un chiffre qui pourrait baisser en faisant plus attention à sa consommation. À La Roche-sur-Yon, près de 1000 personnes ont participé fin 2022 à l'opération de concertation participative Mon maire, mon quartier. Un dispositif renouvelé avec une deuxième session qui se déroulera au mois d'octobre et qui permettra de recueillir les avis et les idées des Yonnais sur l'avenir de la ville. Un budget participatif avec une enveloppe de 200 000 € est également lancé. Grâce à une plateforme numérique, les habitants pourront proposer des projets et décider via un vote d'un budget dédié. Nouvelle saison, donc avec la saison 2 de Mon maire, mon quartier, puisque nous avons interrompu nos réunions en 2020 et 2021 avec le Covid et que nous avons repris en 2022. Là, les citoyens ont un budget participatif sur lequel ils vont pouvoir se prononcer et nous donner des idées de façon numérique. Et pour cela, nous les assistons dans les maisons, dans les mairies annexes, à France Service ou encore à la mairie centrale pour pouvoir, avec bien sûr leurs adjoints de quartier, remplir les formulaires et nous présenter leurs idées. Et toujours à La Roche-sur-Yon, la réhabilitation totale du quartier de la Garenne a été annoncée. Objectif, sécuriser ce quartier du nord de la ville, mais aussi créer des lieux de sociabilité avec notamment la rénovation de la place de la Victoire. Les travaux qui s'élèvent à 1 million d'euros débuteront à la fin de l'année 2023 pour une durée de 6 à 8 mois.
Ce quartier-ci a fait l'objet de quelques débordements récemment et je suis persuadé qu'avec le réaménagement, on va mettre encore plus de verdure, on va mettre des endroits de rassemblement prévus pour cela où on va pouvoir mettre des commerces ambulants. Eh bien, je suis persuadé que nous allons apporter aussi un peu de paix et d'apaisement dans le quartier, ce qui va à la fois redynamiser le commerce et donc la vie sociale dans notre quartier de la Garenne. On est mieux en mer qu'à l'hôpital. C'est le nom du projet du skipper breton Lilian Mercier, touché par une leucémie en 2018 et qui sera au départ de la Mini Transat au Sables d'Olonne dimanche prochain à bord de son Mini 650. Aujourd'hui en rémission complète, Lilian Mercier s'est engagé auprès de l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille afin d'apporter une aide morale et matérielle aux enfants et adultes hospitalisés au CHU de Nantes. Il souhaite ainsi encourager les jeunes malades et leur montrer que tout est possible. Un projet soutenu par la base nautique de Saint-Jean-de-Mont où il a été moniteur de voile. Elle lui a versé un chèque de 1828 €, une somme collectée lors du Festivag en mai dernier. Après la Mini Transat, le skipper retournera au CHU pour partager du temps avec les enfants hospitalisés. L'idée, c'était de permettre aux jeunes de voir aussi des gens passer par la même maladie ou du moins le même état qu'eux et de recréer des projets derrière. Et j'ai eu la chance de créer toute une équipe autour de moi qui m'a vachement accompagné là-dedans dans la création de ce projet et ça a été plutôt une réussite puisque du coup j'ai réussi à me qualifier pour cette course qui part du coup dimanche 24 là, des Sables d'Olonne pour traverser l'Atlantique et aujourd'hui je reçois pas mal de messages et je passe pas mal de temps avec des jeunes hospitalisés qui me partagent leur retour qui est que ça les aide de voir ce projet se concrétiser pour eux remener à bien derrière leur projet. Comme il est parrain du Festivag, l'idée c'est de continuer quand même à le suivre et à l'accompagner, bien sûr en fonction des projets qu'il aura. Je ne vais pas l'obliger à faire tout le temps quelque chose non plus. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis pourquoi pas développer le concept avec d'autres jeunes sportifs qu'on pourrait mettre sur les rails et accompagner dans leur carrière sportive. Et toujours concernant la Mini Transat qui s'élancera des Sables d'Olonne ce dimanche, sachez que la parade en mer des 90 skippers prévue ce mercredi a été annulée en raison des mauvaises conditions météo annoncées. Prenons maintenant la direction de l'île de Noirmoutier pour vous faire découvrir un patrimoine assez méconnu, même des Noirmoutrins eux-mêmes. L'île abrite en effet des vestiges d'une ancienne base aéronavale américaine installée lors de la Première Guerre mondiale. Son nom, la Navy Air Station Fromentine, une base d'hydravions de combat située à la pointe de la fosse à Barbâtre. Visite avec Grégoire de Châtillon et Diane Delangle. Donc c'est la chape de ce bâtiment-là. Regardez bien cette photo. Elle nous montre à quoi ressemblait cette base aéronavale. Nous sommes entre 1918 et 1919 et c'est ici, pointe de la fosse à Barbâtre, que plus de 400 marins américains de l'US Navy ont occupé le terrain face aux Allemands. Le grand danger à l'époque, c'était les sous-marins allemands. Et la principale raison de cette base, c'était protéger les convois qui allaient débarquer les troupes et le matériel à Saint-Nazaire. On a derrière moi la cale de mise à l'eau des hydravions qu'on peut voir derrière moi, qui s'appelle toujours la cale des Américains. Les Barbatrins et les Iliens connaissent cette cale comme étant, se nommant cale des Américains, mais sans pouvoir l'attribuer à quelque chose de l'histoire. Et cette histoire encore trop méconnue passionne Michel Moracchini. Sur place, plus d'un siècle après, sur une surface de 15 hectares, on y découvre encore certains vestiges de ce qui fut une base opérationnelle d'hydravions de combat. Cette cheminée qui est en pleine forêt domaniale, donc on se posait beaucoup de questions, à savoir que faisait une cheminée en pleine forêt. Nous sommes bien d'accord. Et grâce à nos recherches et à nos travaux, aujourd'hui, et tous les archives qu'on a, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le quartier des officiers et c'est la cheminée du commandant de la base, le commandant Wadley Capart. Donc c'était ses quartiers, c'était son baraquement. Elle a été épargnée vraisemblablement par les explosions, peut-être justement parce que c'était la cheminée du commandant que les Américains ne l'ont pas fait sauter, car lorsqu'ils ont quitté la base en 28 janvier 1919, ils ont fait tout sauter. Une base aéronavale qui, pour la petite histoire, a vu passer le jeune Franklin Roosevelt avant qu'il ne devienne président des États-Unis. Nous sommes là pour transmettre cette mémoire et donc nous avons une page Facebook, RICMB, et on parle régulièrement de la base et de plus en plus, les gens ici sur l'île se réattribuent leur histoire. Il y a encore des personnes natives de l'île de Noirmoutier qui ne sont pas du tout au courant. Lors de visites, ils viennent faire des visites, ils me disent j'ai 80 ans, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des Américains ici.
Cette base militaire sur l'île de Noirmoutier témoigne de l'affluence des États-Unis lors de ce conflit de la Première Guerre mondiale. Le centre d'habitat de l'ADAPI Aria de Vendée, situé à Esnay, a fêté ses 20 ans d'existence. Il accompagne essentiellement des personnes en situation de handicap psychique ou mental relativement important. Ce centre fait partie des 13 établissements gérés par l'ADAPI Aria. Pour ces 20 ans, une fête a été organisée afin de réunir les résidents, les familles et les professionnels. L'occasion aussi de faire le point sur la demande actuelle et de réfléchir aux solutions. On sait qu'il y a une grande demande de personnes qui n'ont pas suffisamment de solutions actuellement, en Vendée d'ailleurs comme ailleurs en fait, notamment pour l'hébergement. Et donc au niveau de l'association en général, il y a une grande réflexion pour essayer de trouver des solutions pour davantage de personnes. Le centre d'habitat d'Esnay participe à cette réflexion. Actuellement, donc, il y a des personnes qui sont là aussi de façon temporaire. Il y a d'autres réflexions en chantier en tout cas pour essayer de remplir, de répondre aux besoins des personnes. Un mot de sport avec le premier match officiel de la saison pour le Vendée Challant Basket. Le VCB, qui évoluera de nouveau en National 1 cette saison, dispute les 64e de finale de la Coupe de France ce mardi soir à domicile face à Rouen. Une équipe de Pro B, coup d'envoi à 20h, salle Michel Vrignot. Et à noter que l'équipe des Sables d'Olonne, qui devait jouer à Fougères ce mercredi, a été contrainte de déclarer forfait en raison d'un trop grand nombre de joueurs absents. Avant de se quitter, un point rapide sur la météo de ce mercredi. Quelques bancs de brouillard en début de matinée suivis d'éclaircies. Le vent se renforcera et les températures seront de 15 à 18 degrés d'est en ouest. L'après-midi sera assez nuageux, comptez entre 20 et 23 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès demain matin à partir de 7h avec la matinale présentée par François Pérez. Excellente soirée sur TV Vendée.